Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier car on a dépassé les 3000 abonnés. Et merci aux nouveaux de vous être abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous parler de la triste histoire de l'ordre du Temple solaire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors installez-vous bien et c'est parti. L'Ordre du Temple solaire est un groupe religieux ésotérique néo-templier fondé en 1984 à Saconnex-d'Arves, en Suisse, par Luc Jouret et Joseph Di Mambro, à la suite de la fondation Golden Way de ce dernier. L'Ordre du Temple solaire est principalement connu pour des suicides collectifs en Suisse, en France et au Canada, qui a fait en tout 74 victimes en 1994, 1995 et 1997. Joseph Di Mambro est né le 19 août 1924 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Il est le fils de Raphaël Mambro, ouvrier, et de Fernande qui était couturière. Il est l'aîné de 3 enfants. Il était bijoutier, mais dans les années 1950, il commence à pratiquer le spiritisme et fréquente un groupement successeur du service d'action civique fondé par Charles Pasqua. À la fin des années 1960, il est membre et responsable d'une loge de l'antique mysticusque Ordo Rosa Crucis de Nîmes. Dans le début des années 1970, il fonde le centre de préparation à l'âge nouveau à Collonges-sous-Salève, à Genève, en Suisse. En 1975, une communauté genevoise appelée la Fraternité de la Pyramide se rencontre régulièrement dans une maison de la campagne genevoise afin d'y passer des moments de solidarité, de discussion et d'entraide touchant des thèmes comme l'alimentation et la spiritualité. Le chef d'orchestre, Michel Tabachnik, s'y rend régulièrement car il aime l'ambiance et il en devient membre. En 1977, il rencontre Joseph Di Mambro qui lui propose de reprendre cette communauté et de la structurer. En 1978, les deux hommes créent la fondation Golden Way, dont Michel devient le président. La fondation se situe dans une maison à Saconnex-d'Arves en Suisse, à Genève. La fondation a pour but de discuter des problèmes de pollution, d'environnement et des liens sociaux. Elle tend ainsi à développer une connaissance autour de l'évolution de la qualité de vie future, comme la vie saine, l'agriculture biologique et les techniques de soins parallèles. Grâce à des conférences, des recherches et des interviews télévisées, la fondation s'ouvre au public. En 1980, Joseph et Michel, tous deux intéressés par la philosophie, l'ésotérisme et la spiritualité, décident d'amener une vision mystique et religieuse à la fondation. Ils aménagent une pièce appelée le sanctuaire afin de méditer et organiser des rituels servant à entrer en lien avec le monde de l'invisible. Les membres sont habillés de capes blanches avec des symboles comme la rose rosicrucienne et la croix des Templiers. Michel tient aussi plusieurs conférences sur l'ésotérisme. Joseph crée aussi la société Amenta, servant à diffuser les idéologies de la fondation Golden Way et à recruter de nouveaux membres. Joseph est perçu par les membres de la fondation comme un médium, un être walking, un être qui prend le corps d'un autre. En 1982,
Joseph annonce qu'une grande mission attend la fondation. Il annonce également qu'un enfant roi doit naître dans la communauté. Joseph invite le projet que Dominique Bellaton, une jeune femme toxicomane qui était a priori recherchée par des proxénètes pour l'assassiner et qui s'intègre à l'ordre à la demande de ses parents, soit la mère porteuse de l'enfant cosmique. Une cérémonie dans la crypte de l'ordre avec des effets spéciaux contribue à confirmer aux membres les pouvoirs surnaturels de conception théogamique des dirigeants sans rapport sexuel, tandis que Dominique est sa maîtresse et est enceinte de plusieurs mois. Emmanuel naît le 22 mars 1982. En 1980, suite à un infarctus de Camille Pilet, Luc Jouret commence à s'intéresser aux médecines douces, aux thérapies alternatives, comme la macrobiotique et l'iridologie, et entame un attrait pour l'ésotérisme. En 1982, il crée le club Amenta, renommé Atlanta. Il effectue plusieurs conférences où il défend l'existence d'une analogie de la démarche spirituelle avec l'homéopathie. Remarquant l'aisance de Luc, Joseph décide de le rencontrer. À côté, Joseph se rapproche de l'ordre rénové du Temple, qui se veut comme une résurgence de l'Ordo Templi Orientis qui avait été créé avec des anciens rosicruciens. En 1983, à la mort du leader de l'ordre du Temple, Joseph pousse Luc à reprendre cet ordre qui en devient le nouveau grand maître la même année. La nomination de Luc provoque rapidement une scission au sein de l'ordre rénové du Temple, d'où va naître l'ordre international chevaleresque de tradition solaire dont il prend la direction. La fondation Golden Way et l'ordre international chevaleresque de tradition solaire ont fusionné en 1984 pour créer l'ordre du Temple solaire. Luc Jouret a joué un rôle important en tant que conférencier et recruteur au sein de l'OTS, et il est devenu un grand maître de l'organisation. Joseph Di Mambro, lui, était également un membre important de l'OTS, et il était en effet considéré comme le véritable cerveau et maître des finances de l'organisation. En 1985, Joseph Di Mambro a décidé d'établir un centre de survie au Canada en prévision d'une éventuelle guerre nucléaire. Un domaine a été acheté à Sainte-Anne-de-la-Pérade au Québec pour y créer une ferme biologique. L'organisation a créé plusieurs filiales pour financer ses achats immobiliers et Joseph Di Mambro a réalisé des profits revendant ses participations dans ses projets à des membres de la secte. La même année, Joseph Di Mambro a demandé à Michel Tabachnik d'écrire des textes ésotériques pour inspirer la croissance de l'ordre. Ces textes, appelés les archers, ont été écrits à partir de la bibliothèque ésotérique de Michel Tabachnik et de références à des auteurs comme Carl Gustav Jung et Jack Breyer. Tabachnik a ensuite donné plusieurs conférences pour expliquer ces textes aux membres de l'OTS. Les membres de l'OTS étaient convaincus que leur groupe était une continuation des Templiers et qu'ils étaient destinés à sauver le monde de l'apocalypse imminente en transitant vers une autre planète. Mais en 1986, suite aux révélations d'Antonio Dutoit, membre de l'OTS, sur les malversations financières et la mégalomanie des chefs, ont entraîné des démissions et des remboursements de fonds par certains donateurs. En outre, la pression exercée sur les membres souhaitant quitter l'OTS a conduit à une surveillance et à des écoutes téléphoniques. En 1990, Luc Jouret, ayant abandonné sa profession d'homéopathe pour se consacrer pleinement à l'OTS, effectue des conférences sur le développement personnel dans plusieurs entreprises, universités et banques au Québec, en Suisse et en France. Joseph Di Mambro, voyant d'un mauvais œil
que cela soit divulgué au public, finit par saborder les conférences de Luc, qui abandonne ses activités et devient dépendant de Joseph. Une fois de retour en Europe, Joseph Di Mambro, Camille Pilet et Alexandre Borgeaud achetèrent un terrain à Salvan dans le Valais en Suisse et y construisent 3 chalets. D'ailleurs, Luc Jouret habitera dans celui de Joseph. Devant l'ampleur des contretemps, la décision du transit vers Sirius est prise. Afin de préparer le transit, Joseph Di Mambro confie des missions à ses membres les plus proches et dévoués. Et plusieurs étapes sont organisées, comme l'élimination des traîtres, l'exécution des membres d'accord avec le principe du transit, mais pas nécessairement passant par la mort physique. L'exécution des membres d'accord avec le principe du transit et qui acceptent la mort physique. Le 30 septembre 1994, Dominique Bellaton attire le couple Antonio Dutoit et Suzanne Robasson, ainsi que leur bébé de 2 mois Christopher Emmanuel, dans le chalet de Joseph Di Mambro, au 199 chemin Belle-Isle, à Morin, au Québec. Étant considérés comme des traîtres par Joseph, celui-ci demande leur exécution selon un rituel précis. Joseph associe alors l'enfant du couple Dutoit comme l'antéchrist et doit être éliminé par 2 chevaliers de la secte, soit Jerry Genoux et Joël Heger, afin de prévenir à sa réapparition. La famille est alors assassinée. Dominique Bellaton et Joël Heger repartent pour la Suisse le 30 septembre à 22h10. Pendant que Jerry Genoux et son épouse Colette nettoient les lieux, incendient le chalet et se donnent la mort. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994 en Suisse, 2 incendies se déclarent. Un vers 23h45 à la ferme La Rochette, à Chéry, et un autre dans 3 chalets au lieu-dit Le Fond du Banc, à Salvan. Lors de l'arrivée des pompiers, ceux-ci découvrent 23 personnes mortes à Chéry et 25 à Salvan. Les victimes étaient dans la plupart des cas revêtues d'une cape rituelle blanche, noire ou dorée, selon le degré d'initiation atteint. À Chéry, 20 victimes sont mortes d'une ou de plusieurs balles dans la tête, 2 étouffées par un sac plastique autour de leur tête, et une autre probablement de la même manière, le 3 octobre. 22 personnes présentaient dans leur sang du flunitrazépam ou d'une théobromine. Le bâtiment fermé de l'intérieur a ensuite été incendié le lendemain par un système de mise à feu automatique. À Salvan, il se révèle qu'il a été injecté aux victimes ou qu'elles se sont injectées elles-mêmes un poison à base de curare, d'opioïdes et de benzodiazépines. Par la suite, les chalets ont été fermés de l'intérieur et ont été incendiés également par un système de mise à feu automatique. Les corps se trouvaient seulement dans 2 des 3 chalets. Le matin du 5 octobre, 300 plis destinés aux médias, à d'autres adeptes et à plusieurs personnalités politiques ou publiques, dont Charles Pasqua, seront envoyés par Patrick Vuarnet, fils de Jean, membre de la secte, selon les consignes de Joseph Di Mambro. Ces courriers divers contenaient principalement des messages extraits des croyances de l'ordre. C'est à ce moment-là que les personnes extérieures à l'ordre découvrent la volonté de transfert vers l'étoile Sirius. L'enquête menée suite aux incendies de la ferme de Chéry du chalet de Salvan a permis de comprendre le fonctionnement de la communauté de l'OTS grâce aux documents, livres et cassettes vidéo qui ont été épargnés. Certains membres de l'OTS, dont Michel Tabachnik, ont été interrogés par la police et innocentés d'avoir été les auteurs du massacre. Thierry Nguyen a témoigné avoir été appelé sur les lieux le jour du massacre, mais il aurait quitté les lieux en sentant le danger. Il pense que le projet était d'assassiner toutes les personnes présentes afin d'atteindre le nombre symbolique de 54 victimes en référence aux chevaliers de l'ordre du Temple exécutés
en 1314. L'enquête a finalement conclu à un suicide collectif poussé par Joseph Di Mambro et Luc Jouret, les leaders de l'OTS. Les enquêteurs ont ordonné la destruction des lieux afin de ne pas choquer les croyants, ni d'attirer les curieux sur les lieux. C'est une décision d'ailleurs qui a suscité des controverses. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, 16 personnes, 13 adultes et 3 enfants ont été immolés au lieu dit le trou de l'enfer dans une clairière isolée du plateau du Vercors, près de Saint-Pierre de Chérennes en Isère en France. L'enquête menée par la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Grenoble, qui a confié les expertises techniques à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, a déterminé que 14 personnes avaient été tuées par 1 ou 2 balles, après avoir absorbé des sédatifs, puis incendiées à l'aide de bois et d'essence. Selon la théorie des enquêteurs, les 2 exécuteurs seraient l'inspecteur Jean-Pierre Lardanchet et l'architecte André Fredly. Ils se seraient tiré une balle de 9 mm dans la tête. Le procureur de Grenoble a alors ouvert une information judiciaire pour assassinat et association de malfaiteurs avec possibilité de complicité extérieure. À la suite de ces événements, la peur des sectes s'installe parmi la population française et suisse. Michel Tabachnik a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime dans le cadre de l'enquête sur le 2e massacre du Vercors en 1995. Cependant, il a toujours nié toute implication dans ces massacres et a affirmé qu'il avait été manipulé par les dirigeants de la secte. Le 22 mars 1997, 5 autres personnes sont retrouvées mortes à Saint-Casimir au Québec. Les membres se sont donné la mort afin de rejoindre Sirius par transit, avant que la maison soit incendiée par un système automatique de mise à feu. 3 adolescents sont retrouvés vivants ayant survécu parce qu'ils ont négocié avec leurs parents pour rester en vie. En 2001, débute le premier procès de Michel Tabachnik pour son implication présumée dans le suicide collectif. Au cours de ce procès, les parties civiles se sont déchirées sur sa responsabilité et sur l'enquête qui a été menée. Les témoignages des anciens membres de l'OTS ont divergé entre eux, qui étaient choqués et en colère contre la secte, et ceux qui demeuraient fidèles aux actes, et à Joseph Di Mambro. Michel a témoigné avoir été manipulé et berné par Joseph Di Mambro. Le tribunal correctionnel a relaxé Michel Tabachnik en juin 2001, au bénéfice du doute, mais le parquet a fait appel de la décision en 2006. Une nouvelle expertise sur les dépouilles des victimes a été réalisée, mais les experts judiciaires ont conclu qu'elle n'apportait rien de nouveau à l'affaire et que la responsabilité de Michel dans les décès n'était pas établie. Il a été relaxé une seconde fois en décembre 2006. Pendant longtemps, il y a eu des controverses persistantes sur les circonstances des incendies dans les chalets. Bien que certaines personnes, y compris les autorités judiciaires, aient avancé la thèse du suicide collectif, d'autres, y compris des membres de la famille, des victimes et des journalistes, continuent de contester cette explication et de soutenir la thèse d'un meurtre collectif. Il y a eu aussi des théories de complot qui présentaient l'affaire comme ayant une origine politico-mafieuse. Mais cela n'est pas confirmé et reste largement controversé. Les enquêtes officielles n'ont pas établi de lien direct entre l'ordre du Temple solaire et des réseaux mafieux ou politiques. En outre, les allégations selon lesquelles le juge Piller aurait détruit des preuves ou que l'inspecteur Lardanchet était un agent des renseignements généraux restent des affirmations non vérifiées. Luc Jouret a donné des conférences aux îles Canaries en 1984 et le chef de l'organisation en Espagne a vécu dans le sud de l'île de Tenerife
En outre, le seul Espagnol qui est mort dans le suicide collectif de l'ordre du Temple solaire était un barbier de Tenerife. En 1998, une secte soupçonnée d'avoir planifié un suicide rituel dans le parc national de Teide à Tenerife a été empêchée par les autorités. Les polices espagnoles et allemandes avaient initialement lié cette secte à l'ordre du Temple solaire. Voilà, cette vidéo se termine gentiment. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez avoir plus d'informations et de détails, je vous conseille d'aller voir des documentaires sur l'ordre du Temple solaire. Il y en a beaucoup. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.